Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. Chers amis, c'est avec plaisir et enthousiasme que j'ai accepté cette invitation de Radio Ville-Marie, Radio VM, qui ne s'attarde pas seulement, chers amis, qu'à distraire, mais à œuvrer également à avoir contact avec le beau et pourquoi pas l'élévation de la connaissance générale. Et ça, c'est à son honneur. Et c'est pourquoi j'ai accepté d'ailleurs, puisque j'aurai comme à affectionner, si vous voulez, au cours de l'animation que je vais vous livrer durant les prochains mois, l'élévation de la connaissance en matière d'histoire que nous ne connaissons pas assez. Et également, dans un autre volet, je vous ferai connaître ces pays lointains que peu de Québécois ont visités. Alors, nous allons d'abord commencer par cette première étape qui consiste à nous familiariser avec ce que le ministère de l'Éducation ne nous enseigne plus, hélas, notre histoire nationale. Faisons connaissance avec notre racine, qui se situe justement à l'intérieur ou dans ce cadre de l'histoire de la Nouvelle-France, qui est en quelque sorte l'histoire du Canada et du Québec. Avez-vous une idée, chers amis, que c'est à cause du poivre si on a découvert le Nouveau Monde? Oui, le poivre. Mais qu'est-ce que le poivre vient faire là-dedans? C'est que le poivre était justement un aliment complémentaire pour la conservation de la viande, qui avait tendance à pourrir rapidement à l'époque de Christophe Colomb. Et voilà justement que Christophe Colomb et les siens, la reine Isabelle, la grande catholique d'Espagne, au nom de sa puissance, avaient accès à la route des épices. Vous connaissez ceux qui ont voyagé un peu, que vous êtes allés au Yémen, à Jérusalem, vous êtes allés, je ne sais trop, en Jordanie ou encore en Syrie. Vous connaissez ces routes, la route de la soie et la route des épices. Voilà que ces routes sont barrées par l'émergence de nouvelles puissances qui s'appellent l'Empire ottoman, c'est-à-dire les Turcs. Et l'Europe, étant donc privée de cette voie, cherche la route des épices. Alors, c'est à cause du poivre qu'on découvre l'Amérique. Un jour, Christophe Colomb, un grand navigateur, un Italien, soit dit en passant, il venait de Gênes, est au service donc de la marine espagnole. Assis sur le bord d'un quai, voit un bateau disparaître au large, et vous savez que votre capacité de vision se situe jusqu'à 7 ou 8 milles, et voir le bateau disparaître après cet horizon. Parce qu'encore à ce moment-là, malgré les nouvelles fraîches, on s'imaginait que la Terre était carrée. Et soudainement, Christophe Colomb, ce grand navigateur, revient quelques jours plus tard et aperçoit ce même bateau qu'il avait vu disparaître quelques jours auparavant. Ce qui va le convaincre vraiment de découvrir cette terre qui est bel et bien ronde et convaincre également le pouvoir royal d'Isabelle la catholique. Et on va le subventionner pour qu'il puisse partir vers la découverte de ce nouveau monde. Puis suivra le Portugal, qui va créer le Brésil, comme vous le savez. Alors, Christophe Colomb, donc, prend contact avec ses premiers Amérindiens. Certains disent qu'il est arrivé quelque part à Cuba, d'autres disent que c'est aux Bahamas, ou encore en République dominicaine. Il faut aller en République dominicaine pour voir les plaques souvenirs qui rendent hommage à ce grand découvreur qu'est Christophe Colomb, 1492, la fameuse date de la découverte de l'Amérique. Il a contact avec des Indiens, pas toujours gentils, dont plusieurs sont des féroces. Il y aura même Verrazano un peu plus tard, qui lui, un Italien, au service de la France, ira découvrir ces nouvelles terres. Il va aller fureter le long des côtes du Brésil, l'Amérique du Sud, et puis tout d'un coup, en s'arrêtant en Guadeloupe, va être fait prisonnier par les Caraïbes, des Indiens redoutables, et on va inviter ses compagnons à assister à l'exécution de Verrazano qui finit dans une bouilloire. On ne sait pas si le roi François Ier a transmis des excuses aux Italiens pour la perte de Verrazano.
Le pape Borgia a été élu à cette époque. C'est un pape ripoux. C'est un pape qui est d'origine espagnole. Il va donc favoriser justement l'Espagne avec une bulle papale en donnant l'exclusivité des découvertes à l'Espagne et aussi au Brésil, un pays ultra-catholique. Ce qui va amener la France, fille de l'Église, à rouspéter. La France va laisser savoir, mais quand même, mon cher Saint-Père, qui n'êtes pas si saint que ça, vous devriez savoir que nous sommes la fille de l'Église catholique. Alors le pape Borgia émettra une bulle papale un peu plus tard pour dire « Quiconque parmi les autres puissances maritimes bien sûr, qui découvriront des terres nouvelles leur appartiendront, mais l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud appartiennent en exclusivité à l'Espagne, qui va devenir la superpuissance, et également au Portugal pour le Brésil. » Donc, la France, en retard, va quand même, avec cette compétition qui s'annonce, avoir un ardent désir de découvrir les terres nouvelles à la recherche de la route des épices, la route vers la Chine notamment et l'Inde. Toujours est-il que, coïncidence veut qu'un de ces jours, un marin qui s'appelle Jacques Cartier, un gars confortable qui vivait bien à Saint-Malo ou à Limoilou, en banlieue de Saint-Malo. Il faut voir son manoir, qui existe encore, qui a été restauré par la famille McDonald-Stewart de Montréal. On voit que Jacques Cartier avait quand même un niveau de vie supérieur aux autres. Le voilà au Mont-Saint-Michel. Qui parmi vous n'est pas allé au Mont-Saint-Michel? Hein? Cette belle œuvre architecturale qui tient là depuis plus de 1000 ans, face à l'Angleterre, devant vents et marées, et qui a été épargnée lors de la Deuxième Guerre. Alors François Ier, le roi, s'adonne à vouloir faire un pèlerinage au Mont-Saint-Michel, et le curé de l'endroit lui présente ce marin vaillant qui s'appelle Jacques Cartier. Et il va donc convaincre François à lui accorder une aide pour aller découvrir lui aussi les routes nouvelles. Alors, ça sera difficile. François Ier étant vieux, voit bien que l'Espagne et le Portugal ont déjà commencé à naviguer les mers les plus douces et les plus chaudes. Il faut faire quelque chose. On lui donne donc le sauf-conduit pour qu'il puisse aller découvrir justement ces terres nouvelles, mais ailleurs qu'en Amérique centrale, ailleurs qu'en Amérique du Sud. Toujours est-il que le Malouin va essayer d'organiser une expédition. Il va avoir énormément de difficultés auprès de ces Bretons que sont les Malouins. Parce que quoi? C'était une ville de corsaires, Saint-Malo. C'est une ville riche. On ne voulait pas se hasarder dans des aventures douteuses. Il va quand même réussir, somme toute, à finir par organiser une première expédition qui va l'amener vers les terres nouvelles. Son premier voyage se passe passablement bien, où il est favorisé par des vents et traverse en un temps assez rapide pour aller fureter le long des côtes des États-Unis, au New Hampshire notamment, remonter la côte et puis, suite à une avarie sur son bateau, il brise une ancre. Il va donc être comme paralysé pendant quelques jours, le temps de faire la réparation, et se trouve en face du rocher percé. Ces marins des Bretons qui sont habitués aux côtes de la France et également du Canada, parce qu'ils venaient pêcher ici, mais ils ne savaient pas où ils étaient, trouvent merveilleux ce pays, notamment de Percé. Et puis, quelques jours plus tard, une fois le bateau réparé, notre ami le Malouin, Jacques Cartier, va repartir pour monter vers l'entrée du fleuve Saint-Laurent, mais il n'a pas le temps de s'y rendre encore, puisqu'une tempête s'annonce et voit une grande baie pour le protéger des vents, rentre donc dans cette grande baie pour arriver à Gaspé. Et là, pure coïncidence, il y a des Indiens, des Iroquois qui sont là. Ils sont en train de faire la cueillette de poissons, d'emmagasiner des victuailles pour l'hiver qui va venir sans doute. Ils couchent sous leurs canaux. Ils sont des haillons mal habillés, ont des mauvaises odeurs. Ils n'en reviennent pas, les Français, dans leur description, avec le contact de ces premiers Indiens, quand même fort gentils, et un dénommé Donnacona est là, c'est le chef du groupe. Il vit, lui, dans ce qui s'appellera plus tard Québec. Alors, les quelques marins français, avec leur armure, leurs lances, leurs casques de fer, impressionnent ces Indiens.
Les Indiens étaient habitués à voir des bateaux venir le long des côtes, des Bretons, des Normands qui venaient pêcher, mais des petits bateaux. Mais là, on voyait des bateaux avec des canons. C'était plus la même histoire. Et Jacques Cartier prend contact. Et on dit que les Français ont bien aimé ce premier contact avec les Indiennes. Elles étaient très faciles. Elles n'étaient pas très pudiques, si on veut. À moitié nues ou flambant nues même. On se frottait la peau l'un contre l'autre et hop, les Français pouvaient partir à l'arrière d'un buisson et avoir un moment agréable d'indiscipline ou de liberté totale, ce qui va leur inculquer justement ce goût des espaces et de la liberté. Et soudainement, Jacques Cartier décide de planter une croix. Ce que Donnacona se demande, mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, il dit, c'est tout simplement une balise. On veut planter une croix pour qu'on puisse savoir où nous sommes lorsqu'on reviendra, parce que c'est très difficile de distinguer les décors dans cette région. Ça passe plus ou moins bien, et là, il va en profiter, Jacques Cartier, pour presque arracher ses deux fils à Donnacona, les inviter à monter à bord pour les amener en France. Pour Donnacona, c'était peut-être une façon fantastique de voir ses fils aller dans ce royaume de France rencontrer un roi, mais dans le but, somme toute pour Jacques Cartier, de franciser ses deux fils et s'en servir comme interprète ultérieurement. C'est la première expédition, c'est un rapport plus ou moins sommaire que fait Jacques Cartier à la cour royale pour, somme toute, ne pas découvrir ce que l'Espagne découvrait. On enviait l'Espagne. Pourquoi? Parce que l'Espagne, elle s'était rendue jusqu'au Pérou. Vous connaissez cette expression, c'est pas le Pérou. Qu'est-ce que ça voulait dire? Bien, ça voulait dire tout simplement que lorsque les Espagnols, les conquistadors, des durs de durs, étaient arrivés dans ces populations indiennes, ils vont les décimer d'ailleurs, et beaucoup par la maladie, par le transport de microbes. Alors, chargeaient leurs bateaux, le ventre de leurs bateaux était rempli de pierres précieuses, multicolores, d'argent et d'or, d'indigo, de tabac même, et ramenaient ça en Espagne et enrichissaient l'Espagne, à un point tel où ça va créer une envie chez les Français. Et là, ça va susciter l'émergence de la piraterie. C'est à partir de ce moment que les Espagnols construisent des forts. Ceux qui sont allés dans les îles, qui sont allés au Pérou, qui sont allés également à Carthagène, par exemple. En Colombie, on voit des forteresses. À Cuba, il y a une forteresse. Dans plusieurs des îles, il y a donc des forts, des fortins ou des forteresses. C'était pour protéger, justement, la marine espagnole qui ramenait son stock dans la métropole. Alors, Jean Fleury devient le premier pirate. Il y en aura d'autres plus tard qui s'attaquent à ces bateaux. Alors là, l'Espagne va créer une marine d'escorte pour ces bateaux. Toujours est-il que François Ier, comme je vous disais tout à l'heure, son rapport n'était pas très éloquent. Il n'avait pas découvert des pierres précieuses. Il n'y avait pas d'indigo, il n'y avait pas de diamants, il n'y avait pas des pierres de l'argent ou de l'or, par exemple, comme c'était le cas quand on allait au Pérou. De là, l'expression « Oh, c'est pas le Pérou ». Mais quand même, Jacques Cartier va réussir à convaincre la cour pour organiser un deuxième voyage. Parce que, dit-il, il y a beaucoup de bois pour la construction de nos bateaux. Il y a énormément de poissons également, ce qui peut être bon pour nos tables. On va donc acquiescer pour organiser un deuxième voyage après de celui du premier qui, le 24 juillet 1534, le 24 juillet, Cartier avait planté sa croix au nom du roi de France pour s'emparer du Canada. Il était le découvreur du Canada. Oh, les Anglais, par méchanceté, vont dire « c'est pas vrai, c'est Giovanni Caboto, un Italien au service de la marine anglaise ». Mais il faut dire que Jean Cabot était allé sur les côtes du Labrador, avait fait peut-être un feu de camp, mais savait-il vraiment où il était? Alors il faut donc consacrer définitivement Jacques Cartier comme le véritable découvreur du Canada.
Sont des hommes de grand courage, ceux qui partiront avec nous. Sont des hommes de grand courage, ceux qui partiront avec nous. Ils ne craindront point les coups, ni les naufrages, ni l'abordage. Du péril seront jaloux, tous ceux qui partiront avec nous. Tous ceux qui partiront avec nous. Le deuxième voyage va donc s'organiser, va être beaucoup plus long celui-là. Il amène beaucoup plus de monde, des bateaux beaucoup plus gros. Et puis là, la traversée se fait face aux vents et marées, parfois l'absence de vent. Imaginez-vous ce que c'est, l'hygiène à bord de ces bateaux, avec des gens de toute classe et qui souffrent de stagnation. On peut être 2-3 jours sans avancer, il n'y a pas de vent. Tout d'un coup, c'est des vents contraires. Les bateaux se mettent difficilement à avancer s'ils ne reculent pas. Alors, Jacques Cartier, au cours de ce deuxième voyage, arrive près du détroit de Belle-Île, côtoie les côtes du Labrador. Il trouve ce paysage absolument horrible, mais ce sont des montagnes noires, c'est du charbon. Il va même écrire dans son journal quotidien « Mais ma foi du bon Dieu, ce pays est le cadeau que le bon Dieu a fait au diable. » Soudainement, le long des côtes, il arrive près de l'île d'Anticosti, riche en faune, et à bord de son émilion, il va donc regarder tranquillement ce qui se passe le long des côtes. Il aperçoit un endroit où il y a là 7 îles. Et, évidemment, naîtra plus tard la ville de Sept-Îles. Et perspicace et visionnaire, Cartier dit même peut-être qu'il faudra établir un de ces jours un poste de traite ici à Sept-Îles, qui va naître un peu plus tard et qui existe encore, chers amis, si jamais vous allez à Sept-Îles. Parc Canada a sorti de terre le poste de traite de Sept-Îles qui avait été identifié ou avait été évoqué, devrais-je dire, par Jacques Cartier. Il continue sa route dans ce majestueux fleuve, parce que les Français l'appelaient le majestueux. Et c'est pas pour rien. C'est un des plus beaux fleuves au monde. Faut-il le dire, le Saint-Laurent, avec ses humeurs, parfois il est gris, parfois il est bleu, parfois il est vert, dépendant de son tempérament. N'a pas de nom. Il demande donc à un de ses matelots quelle est la fête du saint du jour. Alors il regarde dans ses éphémérides et dit aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Laurent. Et voilà, le nom de Saint-Laurent sera attribué au majestueux Saint-Laurent. Mon Saint-Laurent, si grand, coule son tapage, en déroulant son long ruban au soleil du printemps. Il est ravi. Et Cartier continue justement sa remontée. Enfin, il monte le courant, mais il descend vers Montréal ou Québec, comme vous le savez. Et là, soudainement, il voit un autre endroit où il y a une jonction. Il y a une rivière qui se jette dans le Saint-Laurent. Ça sera plus tard la rivière du Saguenay. Et à la pointe de cette rivière, face au Saint-Laurent, il dit ici, peut-être, un de ces jours, il faudrait établir un poste de traite. Ce qui arrivera quelques décennies plus tard avec Pierre Jauvin, qui va établir là un poste de traite avec quelques personnes. Tous vont mourir du scorbut ou à peu près de froid. C'est terrible. Et on voit que Parc Canada a sorti de terre justement cet établissement de poste de traite. Et derrière là, il y a une petite chapelle au toit rouge qui existe toujours, soit dit en passant, qui est la plus vieille chapelle en Amérique du Nord. Jacques Cartier poursuit son voyage et en remontant toujours le fleuve, va voir l'île aux Coudres, l'île d'Orléans, qu'on va appeler l'île de Bacchus, plus tard l'île d'Orléans au nom du duc d'Orléans, et arrive donc à Québec, à Stadacone, parce que Québec n'avait pas de nom encore. Québec en indien, ça voulait dire « passage étroit ». Et là, il a les 2 fils de Donnacona, il rencontre donc le chef, et il s'aperçoit qu'il y a de la chicane. Ce n'est plus la même mentalité que les gens qu'il avait rencontrés à Gaspé. Alors, il y a peut-être une chicane de pouvoir là-dedans, à savoir qui va déloger Donnacona. Les 2 fils, bon, on s'embrasse, on l'accueille, et puis etc. Et c'est pas des dents néfastes de voir nos 2 enfants après tant de temps, une absence aussi longue.
Les 2 jeunes Indiens Iroquois sont donc reçus dans la joie. La nouvelle de leur retour s'étant rapidement répandue. Et quelques jours plus tard, les 3 navires de Cartier vont mouiller à l'entrée de la petite rivière qu'ils nomment Sainte-Croix. Aujourd'hui, elle s'appelle la rivière Saint-Charles. Et en face, il y a là un promontoire qui se dresse, ce que les Indiens appelaient Stadacone, qui deviendra plus tard, comme vous le savez, le nom de Québec, passage étroit. Donc, c'est au cours de ce 2e voyage, il arrive à Québec, qui s'appelle Stadacone, et là, Donnacona est pas plus de bonne humeur qu'il ne le faut. Les Indiens commencent à être méfiants à l'égard de Cartier et ses Français, parce que Jacques Cartier voulait aller plus loin encore. Il voulait remonter le fleuve jusqu'à ce qui s'appellera plus tard Ville-Marie et Montréal. Oh, les Indiens ne veulent absolument pas. Ils hésitent, mais il ne faut pas que vous alliez là, etc. Mais Cartier s'en fout et décide de partir. Il remonte le fleuve Saint-Laurent à bord de l'Émérillon, jette l'ancre au lac Saint-Pierre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Et il va poursuivre sa route à bord d'une barque. Et il arrive donc à la hauteur de Repentigny, ou un petit peu plus bas, si on veut. Et là, entre cette rivière, qui s'appelle la rivière des Prairies, et ce grand fleuve Saint-Laurent, il hésite. Il y a certains historiens qui prétendent qu'il a emprunté la rivière des Prairies. D'autres historiens vont dire non, il a carrément remonté le fleuve pour arriver à la plage Jacques-Cartier d'aujourd'hui. Alors que d'autres disent non, en empruntant la rivière des Prairies, il a monté jusqu'à peu près Huntsic, et puis là, il y a un guide indien qui l'a invité à escalader le Mont-Royal par l'arrière. Il va donc monter au sommet du Mont-Royal, qui n'a pas de nom. Il le baptise justement Mont-Réal, mais qui va devenir plus tard Mont-Royal. Et là, il admire où est le belvédère actuel, chers auditeurs, où on dit que c'est l'emplacement exact où il est arrivé, pour admirer ce décor panoramique extraordinaire, rempli d'oiseaux, et puis des poissons de l'eau limpide dans le Saint-Laurent, des chevreuils qui vaquent autour. Ce n'était pas la nourriture qui manquait. Et en regardant vers la droite, en admirant comme ça au belvédère du Mont-Royal, un de ses soldats lui tape sur l'épaule et lui dit « Regardez donc, on aperçoit là de grosses écumes blanches. » Et toujours est-il que le soldat lui dit « La Chine ». Il pense que c'est la route de la Chine au-delà de ces rapides qui vont prendre le nom de rapide de la Chine, où le nom de la Chine va aussi s'incruster dans la toponymie plus tard à la hauteur de la Chine, Ville-la-Salle. On peut dire que Jacques Cartier, les Indiens, les Iroquois, une autre famille encore, étaient là près du lac des Castors, vivaient dans ce qu'on peut appeler le quartier Hochelaga, Maisonneuve, et il a été bien reçu à Hochelaga. L'accueil est plutôt froid quand il revient à Stadacone, parce que là, le temps avance, puis l'automne fait ressentir sa froideur, alors il va s'empresser de retourner à Québec et il va s'installer justement près de la rivière Saint-Charles, et puis là, les glaces vont s'emparer des bateaux, et puis il est comme prisonnier. Et là, ça sera pas drôle, l'hiver va être dur, et il s'aperçoit que la familiarité des Indiens qu'il avait accueillis, Donnacona et sa bande, eh bien, n'était plus la même. Et on maraudait autour des bateaux et on avait même peur. Jacques Cartier est enfermé avec ses soldats ou ses matelots, dont plusieurs vont mourir du scorbut. Et là, comme les Indiens maraudent autour, vont-ils attaquer le bateau? Jacques Cartier dit à ses soldats militaires, ses matelots militaires, « Faites du bruit, montrez que vous êtes très occupés. » On met beaucoup d'agitation en termes de bruit à l'intérieur des bateaux pour tromper les Indiens qui maraudent. Mais on voit bien que de temps à autre, on flanque à l'eau un mort. On casse la glace, puis on le met sous l'eau, et enveloppé. Alors, c'était un gars ou un marin qui avait subi le sort du mal de tête, qu'on appelait le mal de terre, ou scorbut, dont Cartier avait tant entendu parler par les Indiens. Et c'est un des fils de Donnacona qui va quand même donner la recette miracle contre la terrible maladie, composée de jus de pomme, d'épinettes bouillies. Et là, il va sauver le restant de son équipage. Alors, ça ne sera pas très drôle, et une fois le printemps arrivé, va en profiter pour rentrer en France et faire un autre rapport. Toujours pas de comparaison, mes chers amis, avec les Espagnols et le Pérou,
l'expression « Ah, c'est pas le Pérou ». Alors, la traversée du retour est sans histoire et il regagne le port de Saint-Malo. Et puis là, en France, Donnacona, un peu menteur sur les bords parce qu'il l'avait amené avec lui, va rencontrer les gens de la cour et là, va leur faire croire, c'est des fourbes dans le fond, ces gens-là, qu'il y en a un royaume d'or. Et puis, ça s'appelle justement le royaume du Saguenay. Faudra prendre cette rivière à la hauteur de Tadoussac. Faudra que votre expédition aille fouiller de ce côté-là. Alors, on va donc convaincre encore le pouvoir royal à attribuer à Jacques Cartier une 3e mission. Mais cette fois, mon cher Jacques Cartier, on va mettre par-dessus toi une autorité, un dénommé Roberval, qui va être en quelque sorte le chef de l'expédition, ton patron. Ça humilie un peu Jacques Cartier. C'est bizarre, vous allez le voir au cours de cette histoire que je vais vous conter, mes chers amis. Tous ces grands leaders-là finissent dans l'humiliation, que ce soit Champlain, Maisonneuve ou Jacques Cartier. Le 3e voyage s'organise, et là, avec une armada de bateaux, et le vrai patron étant Roberval, mais Roberval met du temps à se préparer, Cartier part, de lui-même prend les devants, et encore une fois, monte jusqu'à Québec. Et là, il y a des habitants avec lui. Il faudra qu'ils cultivent la terre. Il faudra qu'on implante une colonie. Alors, ça ne sera pas très facile. Et oui, Roberval, il est encore pris dans les brouillards. Il va être paralysé justement à Tadoussac. Fait que Cartier prépare son expédition et là, il veut justement implanter du monde. Il ne s'installe pas à Stadaconé, étant donné que le climat est plutôt froid entre les Indiens et les Français. Il va donc construire près de la rivière Sainte-Croix un petit établissement, la colonie à Cap-Rouge, qui s'appelle Charlebourg-Royal, en l'honneur du fils de François Ier. Alors, les nouveaux colons se mettent à l'œuvre, on construit des forts, on laboure, et finalement, la récolte est intéressante parce que la terre est humide, mais quand même, on rêve avant tout du voyage facile. On découvre dans les alentours de l'or et d'énormes diamants luisants de 1000 feux. Ah ben là, ça va changer encore une fois la mission. Et c'est là qu'on va tailler ces pièces, dans le Cap Diamant peut-être. On remplit le ventre des bateaux de Jacques Cartier, qui va se foutre de Roberval, son patron, et rentrer en France et encore le déjouer au large de Tadoussac. Et fort, malgré sa désobéissance, fort de son succès avec ses diamants, dans le ventre de ses bateaux, va pouvoir dire « Je suis aussi concurrentiel » que les Espagnols au Pérou. Quelle déception quand les joailliers de la cour découvrent que ce n'est que du mica. Et là, on va rire de Cartier et des diamants du Canada. Vous avez sans doute entendu cette histoire dans le temps qu'on l'enseignait à la petite école. Jacques Cartier va donc finir dans l'humiliation. Il faudra aborder un autre espoir avec la venue beaucoup plus tard de Samuel de Champlain. Voilà, chers amis, c'est tout pour ce premier chapitre. Et dans le prochain épisode, je vous invite à connaître le véritable fondateur du pays. Vous avez deviné, Samuel de Champlain, le vrai bâtisseur.